Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Ivanez, je suis formatrice en Reiki traditionnel, en Reikiologie et en relaxologie de pleine conscience. Je souhaitais vous présenter la pratique du Reiki d'une façon succincte, mais en même temps très globale. Bien, alors, le Reiki traditionnel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, peut-être pour comprendre la démarche de la pratique du Reiki traditionnel, quel est le geste que vous faites, vous, naturellement, quand vous avez mal sur une partie du corps ? Eh bien, en fait, on a le réflexe, tout simplement, de toucher la partie qui fait mal. C'est un geste que l'on fait naturellement, et on peut remarquer, quand on touche une partie du corps qui fait mal, eh bien, en fait, le toucher procure un effet apaisant. L'apaisement, avec le toucher, va se faire à deux niveaux, ou peut se faire à deux niveaux. Déjà en cas de douleur, comme on vient de le voir sur le plan physique. Mais ça fonctionne aussi sur le plan psychologique. C'est-à-dire que si la personne est triste, par exemple, et qu'on lui pose la main sur l'épaule, en fait, elle va se sentir apaisée, elle va se sentir mieux. Donc, c'est intéressant de noter que le toucher a un effet apaisant sur le plan physique, mais aussi en cas d'émotionnel négatif. Alors, ça veut dire clairement que pour toucher quelqu'un ou pour toucher une partie de son corps, on n'a pas besoin de se former et on n'a pas besoin de faire des rituels d'initiation puisque ça fonctionne tout seul. Vous allez donc me dire, mais alors ça sert à quoi de passer par le Reiki traditionnel ? Eh bien, si l'on se réfère encore à votre expérience, quand vous touchez cet endroit douloureux et qu'il s'apaise, qu'est-ce qui se passe ? En général, ça s'apaise, ça peut aussi, ça reste un petit peu présent, mais ça peut aussi disparaître. Et si on attend, on voit qu'à un moment donné, la douleur va revenir, voire même va se déplacer. C'est ce qu'on appelle un déplacement de symptômes. Ça veut dire clairement que l'apaisement que l'on obtient quand on pose la main sur une partie de soi ou de l'autre, l'apaisement obtenu ne dure pas. Eh bien, il est possible de faire en sorte que cet apaisement fonctionne dans le temps, c'est-à-dire que ce fonctionnement naturel d'apaisement du corps et de l'esprit devienne durable. Et c'est justement le sens de la pratique du Reiki traditionnel. C'est donc, le Reiki traditionnel, une méthode basée sur la connaissance humaine de notre fonctionnement, et non comme on le voit souvent sur des croyances mystiques et ésotériques. Concrètement, cette pratique du Reiki, ça fonctionne comment ? Eh bien, quand on regarde ce qui est utilisé pour mettre en forme une séance de Reiki, la pratique va utiliser un toucher spécifique pour le corps, des positions des mains spécifiques pour agir sur le circuit énergétique, au sens des souffles internes, comme on le voit dans les pratiques orientales, et puis une méditation laïque, alors c'est un synonyme d'une méditation en pleine conscience. Alors, le toucher du Reiki, c'est ce qu'on appelle un toucher méditatif. Il permet de libérer les tensions accumulées au niveau du corps et au niveau de l'esprit. La libération de ces tensions globales de la personne lui donne accès à ses potentiels naturels solutionnants. Et ainsi, elle accède au bien-être profond et durable que chaque être humain possède en lui-même. Une notion que nous savons tous, puisque quand quelqu'un ne se sent pas bien, on va lui dire « va chercher ton bonheur en toi ». Seulement, la personne va nous répondre « je fais comment ?» Eh bien, grâce à la pratique du Reiki, qui est entièrement calée sur notre fonctionnement naturel et qui utilise la façon dont on fonctionne pour aller chercher en soi, justement, ces potentiels de bonheur durable. Si l'on devait donner une définition du Reiki, eh bien, c'est une pratique de bien-être qui est une relation d'aide et un accompagnement de la personne. Elle allie un travail sur le corps, sur l'esprit et l'énergie pour aider la personne à s'installer dans un bien-vivre en faisant émerger et développer durablement ses potentiels naturels solutionnants face aux aléas de la vie. Quelle est l'origine et la traçabilité de la pratique ? Le Reiki est une méthode de méditation par le toucher, née au Japon en 1922. Elle a été élaborée par un maître de méditation qui s'appelle Mikao Usui. Mikao Usui est né en 1865, il est décédé en 1926, et en élaborant le Reiki en 1922, comme vous pouvez le constater, il décède 4 ans plus tard. Ça a été un décès subi, il est décédé d'une embolie cérébrale, et il n'a pas eu le temps de finaliser sa méthode. On sait très bien aujourd'hui que Freud a travaillé sur la psychanalyse toute sa vie, et qu'il l'a modifiée au fur et à mesure du temps jusqu'à la fin de sa vie. On sait que le Bouddha, par exemple, a laissé 250 tomes d'enseignements pour justement savoir comment méditer et comprendre le sens de la pratique.
Donc il est clair que en 4 ans seulement, Mikao Usui n'a pas eu le temps de finaliser sa méthode, et puis surtout il n'a pas eu le temps de former des personnes pour prendre le relais. La traduction du Reiki signifie force de l'esprit. Il est basé sur la force inhérente et les capacités de chaque être humain, même si ces capacités sont insoupçonnées pour la personne elle-même, d'aller chercher en soi ses potentiels naturels solutionnels. On sait aussi aujourd'hui de Mikao Usui qu'il ne s'intéressait pas au traitement et à la guérison des maladies, mais plutôt aux causes qui déclenchent les effets. En fait, il voulait prévenir plutôt que guérir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en Orient, dans les années 1900, en tout cas au début des années 1900, on savait déjà que l'absence de bien-être engendrait l'apparition de maladies. De nos jours en Occident, eh bien notre science démontre que l'arrêt de tension de stress ou l'arrêt de tension émotionnelle favorise le bon fonctionnement de notre système immunitaire, ce qui empêche certaines formes de maladies de se développer. Pourquoi la prévention plutôt que la guérison? Eh bien, quand on regarde beaucoup en termes de santé, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'appeler des pompiers de la santé quand la maison corporelle ou psychologique est en feu. Mais on voit aussi qu'une fois que le feu est éteint, on ne peut pas réparer ce qui a brûlé. Or, tout le monde a les potentiels en lui pour éviter de craquer l'allumette qui va déclencher le feu. Ça requiert évidemment des conditions. La première condition, c'est de connaître son propre fonctionnement. La deuxième condition, c'est d'avoir la maîtrise de ce fonctionnement et donc les outils pour pouvoir se maîtriser ou maîtriser son fonctionnement. La troisième condition, eh bien, c'est aussi d'avoir une volonté ou une envie d'être dans la prévention de la santé. Et c'est tout cela le sens de la pratique du Reiki de Mikao Usui. Alors, comme tous ces maîtres de méditation, la première des connaissances qu'avait Mikao Usui, c'était de savoir que tout bien-être durable passe par une approche holistique. D'où d'ailleurs, comme on peut le constater, toutes ces méthodes orientales qui prennent en compte la globalité de l'être humain, c'est-à-dire le corps, l'énergie et l'esprit. On dit souvent que la pratique du Reiki est une pratique énergétique, mais il ne faut pas oublier que l'énergie fait le lien entre le corps et l'esprit. Et pour cette raison, dans la pratique du Reiki, on doit faire un travail sur le corps, sur l'énergie et sur l'esprit. En tout cas, c'est le sens de cette pratique. C'est le principe de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon est le lien ou naît de l'union de la terre et du ciel. Ça veut dire clairement, si je veux faire ou effectuer un changement au niveau de la ligne d'horizon, je ne peux pas le faire si je ne prends pas en compte la terre et le ciel. Pour les pratiques énergétiques, c'est la même chose. Si je veux faire un changement au niveau de l'énergie ou des souffles internes de la personne, il faut que je prenne en compte son corps et son esprit dans la mise en place de la pratique. C'est ce que l'on fait dans le Reiki. Alors, Mikao Usui était résolument en avance sur son temps, et à son époque, on sait aujourd'hui qu'il ne voulait surtout pas que le Reiki soit diffusé en Occident, qui ne connaissait pas encore la méditation. En fait, il avait peur que, comme l'Occident n'avait pas les repères pour expliquer, grâce à la méditation et aux sciences, le fonctionnement du Reiki, eh bien cette pratique ne soit pas comprise et soit déformée. Voilà, donc Mikao Usui était convaincu dans son temps que sans l'appui de la science, des croyances mystiques et ésotériques remplaceraient les connaissances humaines qui n'étaient pas encore démontrables scientifiquement. Ça veut dire quoi que ces connaissances humaines n'étaient pas démontrables scientifiquement? C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre ce que l'on observe du fonctionnement de l'être humain et la façon dont on va le mesurer et le confirmer. Donc, pour l'union de la relaxation et de la méditation par le toucher, qui est la pratique du Reiki, on pouvait, même à l'époque d'Usui, observer des effets, mais on n'avait pas encore les appareils de mesure et le recul nécessaire scientifique pour justement pouvoir expliquer pourquoi et comment ça fonctionnait. Donc si l'on se penche sur les connaissances de l'Occident des années 1900, pour tout ce qui relève du corps, en fait, il n'y avait pas encore de traçabilité possible pour mesurer ce qui se passe au niveau du corps. Par exemple, le stress, avant et après une séance de relaxation, en fait, la personne voit son TNR baisser, qui est le tremblement nerveux au repos, qui sont des vibrations infimes de stress de la personne, et il faut obligatoirement des machines pour pouvoir constater cela. Aujourd'hui aussi, par exemple pour tout ce qui relève des douleurs de somatisation, ou des douleurs tout court, lorsque par exemple on se cogne quelque part et puis qu'on se frotte, eh bien on peut remarquer en frottant le bras qui fait mal que la douleur va s'amoindrir.
Alors, si vous aviez fait ce geste au Moyen-Âge, vous finissiez direct sur le bûcher, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de connaissances scientifiques au niveau humain, c'était plus des croyances. Voilà, donc vous faisiez traiter de sorcière et vous finissez sur le bûcher au Moyen-Âge. Aujourd'hui, en tout cas à notre époque, on sait que les nerfs sont entourés d'une substance biochimique qui s'appelle la myéline, et que la myéline est conductrice de la douleur. Donc forcément, si je frotte, j'arrête la conduction de la douleur, et voilà pourquoi les douleurs s'estompent. Donc il y a toujours des explications très concrètes sur les choses que l'on observe, que l'on ne peut pas toujours exprimer au premier abord, ou expliquer au premier abord, mais qui, dans le temps, peuvent s'expliquer avec le recul scientifique. On sait aussi, par exemple, que aujourd'hui, en cas de relaxation et de méditation, le système immunitaire fonctionne mieux, d'où des maladies qui vont disparaître. Voilà, donc c'est pas parce qu'on relaxe la personne que la relaxation, que la méditation est magique, et que d'un seul coup, les maladies disparaissent. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces pratiques, le système immunitaire fonctionne mieux que sans ces pratiques, et donc certaines formes de maladies ne peuvent plus prendre place. On peut aussi expliquer aujourd'hui tout ce qui relève de la plasticité cérébrale. Voilà en gros pour tout ce qui relève des neurosciences. Bon, c'est un résumé, mais c'est pour que vous compreniez le sens. Si l'on regarde maintenant l'Occident des années 1900 et les explications qu'il pouvait fournir au niveau de la conscience, c'est-à-dire du fonctionnement de notre esprit, de notre conscience, eh bien les traditions méditatives n'étaient pas du tout implantées en Occident, donc il n'y avait pas de possibilité d'expliquer en fait les effets sur la conscience que peuvent procurer certaines séances en fait de relaxation profonde, comme des formes de pensée qui viennent à la personne, comme des images, comme divers ressentis que la personne peut avoir durant des séances de Reiki, qu'elle ne peut pas forcément expliquer, mais qu'elle vit bien. En fait, tout ça, ça s'explique aujourd'hui, évidemment. Tout ce qui relève aussi des techniques énergétiques, que sont les pratiques de souffle, que sont les pratiques de résonance, que sont les pratiques des symboles, que l'on a dans la pratique du Reiki, mais aussi dans beaucoup de traditions de méditation en Orient, eh bien, tout ça a une explication, en fait, aujourd'hui, mais ce n'était pas connu dans les années 1900. Alors, pour rebondir, aujourd'hui, que sait-on au niveau du corps et de l'esprit? Eh bien, pour tout ce qui relève du corps, on a une science qui s'appelle les neurosciences et qui permettent de vérifier scientifiquement tous les effets de la relaxation et de la méditation sur le corps. Et puis, si l'on cherche maintenant à expliquer ou à vérifier les effets sur l'esprit, eh bien là, il faut se tourner vers l'Orient, et plus spécifiquement sur la phénoménologie orientale, qui est la base des enseignements de méditation, et qui va expliquer les effets de séances comme celle du Reiki sur l'esprit et sur l'énergie de la personne. En aparté et très brièvement, tout à l'heure je vous disais que Mikao Usui ne voulait pas que sa pratique passe en Occident parce qu'il savait que la connaissance non vérifiable à cet instant-là serait déviée en croyance. C'est exactement ce qui a fini par se passer. Le premier dissident au Japon de la méthode d'Usui s'appelle Hayashi. Alors c'était un docteur japonais qui officiait dans la marine et qui lui a décidé qu'il savait mieux, qu'il connaissait mieux le Reiki que son fondateur, qui a laissé tomber la pratique de méditation et qui a changé les positions des mains sur le corps de façon à en faire une méthode de guérison pour le corps. Donc, ce médecin qui n'était pas méditant a transformé la pratique du Reiki en pratique de guérison du corps, alors qu'à l'origine ça n'en était pas une, et a donc laissé partir toute la partie intérieure, c'est-à-dire de méditation. Il a simplement enlevé, c'est passé à la trappe. Et la deuxième vague est venue avec Awayo Takata, en fait, qui elle a été à l'origine de l'introduction d'ésotérisme dans le Reiki en Occident. Avec elle, en fait, le Reiki est devenu une pratique de croyance et de guérison miraculeuse. Si vous regardez le livre qui a été publié par sa meilleure amie sur les exploits de Takata avec le Reiki, elle parlait aux fantômes, elle ressuscitait les morts, elle rendait les couples stériles non stériles, elle recollait en 3 jours sans cicatrice les doigts entièrement coupés. Bon, j'en passe et des meilleurs, mais en tout cas, on peut aussi comprendre, enfin j'espère que vous comprendrez, que si on enlève à la pratique du Reiki son essence de la méditation, qui est toute explication des effets en fait de la pratique du Reiki sur ce que vit la personne, eh bien évidemment on est obligé à un moment donné de remplacer cela par des affirmations qui sont invérifiables et qui sont les croyances. Et donc après le décès d'Usui, 90% des formes proposées du Reiki ont basculé dans ce style de croyance. Si l'on revient maintenant sur la vérification du fonctionnement de la pratique du Reiki, eh bien dans les années 1900, fin des années 1900, des scientifiques éminents
comme le neurobiologiste et directeur du CNRS Francisco Varela, ont effectué des travaux et des recherches pour établir un lien entre les neurosciences occidentales et la phénoménologie orientale. Donc ils ont pu enfin créer un lien à ce niveau-là. Et on a aussi de nombreuses études scientifiques aujourd'hui qui existent sur les effets de la méditation et de la relaxation, dont la méditation de pleine conscience. Donc aujourd'hui, on peut parfaitement expliquer avec tous les travaux qui ont été effectués comment fonctionne la pratique du Reiki, chose qui n'était pas possible à l'époque du fondateur de Mikao Usui. Ça veut dire clairement qu'autant la pratique du Reiki avait une approche scientifique en son temps au moment de sa création, ce n'était pas démontrable. Aujourd'hui, c'est démontrable scientifiquement comment cette pratique fonctionne, au niveau du corps et de l'esprit, bien évidemment. Alors, dans notre fédération et dans nos organismes de formation, c'est en tout cas la démarche du Reiki que l'on a et que vous proposent tous les professionnels. Et cette pratique de Reiki, en respect de l'authenticité et de son origine, en fait, a été remise en route par Christian Mortier, qui lui, en fait, au début des années 1990, quand il a mis la main sur les quelques positions des mains sur le corps qui existaient de Mikao Usui, en fait, plutôt que de se baser sur toutes les croyances ésotériques qui étaient affirmées dans la pratique du Reiki, eh bien, il a préféré faire des tests pendant 9 ans en cabinet en posant les mains et en s'appuyant sur son propre parcours professionnel de psychanalyste de formation, donc de thérapeute, mais aussi de méditant, pour expliquer en fait tout ce qu'il pouvait observer avec cette pratique du Reiki et ensuite développer des cursus de formation. Alors pour ceux qui veulent, vous pourrez chercher son CV sur internet. Il est aussi formateur certifié ICPF niveau expert. Il est actuellement en écriture d'une thèse en psychologie transpersonnelle dans une université européenne. Et puis il a fondé la Reikiologie en fait, qui est le Reiki traditionnel du fondateur du Reiki, mais dans laquelle on a incorporé toutes les démonstrations scientifiques qui sont connues de nos jours et qui n'existaient pas du temps du fondateur. Ça veut dire clairement que le travail de recherche de Christian Mortier permet aujourd'hui de proposer 2 approches du Reiki d'Usui. La première approche, c'est le Reiki traditionnel. Ça veut dire que c'est une approche de développement personnel et généralement, des formations courtes de 1 à 5 jours suffisent pour s'occuper de la réalisation de soi, de son propre développement personnel, et pour soi et pour ses proches. Et puis, une deuxième approche du Reiki d'Usui, ce sont les métiers de la Reikiologie, qui est la forme justement reconnue sur le plan européen du Reiki. Pourquoi ? Parce que la Reikiologie, ce sont des cursus de formation qui correspondent aux standards de l'enseignement européen supérieur et qui vont du niveau Bac+2 au niveau Bac+5. Donc ils sont basés sur le système ECTS, qui est le fameux système Erasmus, et puis ils aboutissent sur des titres certifiés professionnels. Voilà de ce que je pouvais vous expliquer en synthèse sur cette pratique du Reiki traditionnel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.